Salut les aventurières et les aventuriers de rail. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des phrases du genre « vivement que SNCF soit privatisée » ou « vivement l'ouverture à la concurrence ». Parce que même dans un pays comme la France, attaché à son modèle social singulier et qui semble résister un peu mieux aux doctrines néolibérales qui se sont imposées dans la plupart des pays occidentaux, eh bien l'idée selon laquelle le libre marché et la concurrence pourraient régler tous nos problèmes s'est imposée chez certaines personnes. Sauf que c'est loin d'être si simple. Et pour s'en convaincre, on vous emmène pour une enquête de l'autre côté de la Manche, direction la Grande-Bretagne, premier territoire européen à avoir entièrement privatisé son réseau ferroviaire dès les années 1990. Vous verrez pourquoi cette décision a conduit à un mécontentement grandissant, au point qu'environ 2/3 des Britanniques réclament aujourd'hui une renationalisation du rail. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sache qu'on a déjà publié un premier décryptage autour de l'une des plus grandes anomalies du ferroviaire français. On te parle du seul département français qui ne possède aucune gare de voyageurs sur son territoire. N'hésite pas à l'ajouter à ta liste de lecture si le sujet t'intéresse. Et d'ailleurs, sache que tous les décryptages sont aussi disponibles en format audio sur ta plateforme de podcast préférée. Ourail, c'est le média référence du voyage bas carbone. Sur notre site, tu trouveras plus de 300 itinéraires, sans avion et sans voiture, pour découvrir une multitude de destinations à travers le monde ou simplement pour t'évader le temps d'un week-end. Sache qu'on a également sorti notre livre Voyager en train avec Ourail. Tu y trouveras 45 itinéraires sans avion et sans voiture, avec tout un tas de conseils ultra pratiques. Allez, on retourne en Grande-Bretagne et j'en profite pour distinguer deux termes qui sont souvent confondus, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de son nom officiel, est un État souverain composé de 4 nations constitutives, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, qui forment ensemble la Grande-Bretagne, et l'Irlande du Nord. Cette distinction est super importante dans notre sujet car toutes ces nations ne sont pas soumises aux mêmes règles en matière de transport ferroviaire. En effet, si l'on parle souvent de la privatisation du rail au Royaume-Uni, il est important de préciser que celle-ci concerne principalement la Grande-Bretagne. L'Irlande du Nord possède son propre réseau ferroviaire, géré par une entreprise publique qui n'a pas été concernée par la vague de privatisation des années 1990. Cette distinction est d'autant plus importante que les politiques ferroviaires ont évolué différemment selon les régions. L'Écosse et le Pays de Galles, bien que soumis au cadre britannique de privatisation, ont progressivement repris une certaine maîtrise publique de leur réseau, notamment en recentralisant certains services sous contrôle gouvernemental. Mais alors, la privatisation, qu'est-ce que c'est? La privatisation, c'est quand un service ou une entreprise qui était auparavant gérée par l'État, c'est-à-dire avec l'argent des impôts de tout le monde, est vendue à des entreprises privées. Ces entreprises, une fois propriétaires, peuvent gérer le service pour faire des bénéfices et en échange, leur revient la charge d'entretenir et de financer la structuration du service. Dans le cas du ferroviaire, la privatisation est une démarche délicate à mettre en place car le secteur est considéré d'utilité publique. En clair, cela signifie que l'État devrait pouvoir garantir la possibilité de se déplacer en train à tous les citoyens, quel que soit leur revenu ou leur situation géographique, un peu comme la santé ou l'éducation. C'est pourquoi dans beaucoup de pays, il est communément accepté que le ferroviaire ne peut s'inscrire dans une politique de rentabilité. D'autant plus qu'il s'agit d'une organisation complexe qui demande une grande cohérence avec bon nombre d'infrastructures qui semblent être difficilement gérables en fragmentant le secteur. Cependant, historiquement, les chemins de fer sont surtout initiés par des entreprises privées qui ont construit les trains et les rails car elles y voyaient une opportunité économique. C'est donc à l'origine un système presque autosuffisant, allant par ailleurs jusqu'à produire les matériaux nécessaires à la construction du matériel roulant et à la fabrication des rails. Cependant, face à ce développement anarchique, les États ont finalement dû intervenir pour protéger l'intérêt public, notamment pour des raisons de sécurité et une meilleure coordination. Dans de nombreux pays, cela a conduit à une nationalisation des chemins de fer au XXe siècle, ce qui a aussi été le cas en Grande-Bretagne avant que cette dernière ne privatise à nouveau son système ferroviaire quelques années plus tard. Et pas à moitié, puisque cela concernera l'ensemble des activités, gestion de l'infrastructure, location du matériel roulant, maintenance, fret, avec la création d'une multitude de structures indépendantes. Et cette décision n'est pas anodine, surtout venant de la Grande-Bretagne qui fut le berceau du rail avec l'ouverture de la toute première liaison ferrée d'Europe en 1825, bien avant la France ou l'Allemagne. Mais ce qui va profondément marquer l'histoire singulière du réseau ferré britannique, c'est sa politique résolument libérale.
même Total si on la compare au reste de l'Europe. En effet, le réseau ferroviaire britannique s'est développé dans un climat d'ultralibéralisme sans aucune intervention de l'État, même lors de sa conception. Même si chaque projet nécessitait une autorisation législative, aucune vision d'ensemble n'était imposée pour assurer la cohérence et l'efficacité du réseau. Ce qui n'était pas le cas en France ou en Allemagne, où l'État s'est montré plus interventionniste. C'est cette approche qui a conduit à une explosion incontrôlée du nombre de compagnies. En 1846, pas moins de 272 entreprises ont été créées pour construire 15 000 km de voies ferrées. Et en 1885, on parle carrément de 300 compagnies exploitant 31 000 km de lignes. À la fin du 19e siècle, le Royaume-Uni possède même le réseau ferroviaire le plus dense et le plus développé au monde. Le hic, c'est que ce réseau, géré par une mosaïque de compagnies concurrentes, entraîne déjà certains problèmes comme un chevauchement des infrastructures, une absence d'uniformisation des normes et des tarifs, rendant les trajets complexes pour les voyageurs et une instabilité financière avec un besoin de plus en plus croissant d'investissement public. Et étrangement, ces problèmes-là, on les retrouvera plus tard, mais ça, on y reviendra. Avant ce revirement des années 90, le réseau ferroviaire britannique a d'abord connu une phase de nationalisation progressive. Dès la Première Guerre mondiale, les chemins de fer sont placés sous le contrôle du gouvernement afin d'assurer une gestion plus efficace en période de conflit. Après la guerre, l'État cherche à centraliser le secteur en regroupant les nombreuses compagnies ferroviaires existantes en 4 grandes entités connues sous le nom de Big Four. Cette restructuration vise à simplifier la gestion du réseau, améliorer son efficacité économique et renforcer sa viabilité. Il s'agit d'un modèle hybride mais essentiellement privé qui opérait sous une régulation stricte de l'État. Cependant, malgré cette consolidation, les Big Four ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes liés à l'inefficacité, aux investissements insuffisants et à la fragmentation du réseau. C'est en 1948, dans un contexte d'expansion du secteur public sous le gouvernement travailliste de Clement Attlee, que les chemins de fer britanniques sont nationalisés et réunis sous une seule entité, British Railways, qui deviendra plus tard British Rail. Le réseau s'est modernisé progressivement avec l'introduction de trains plus modernes et de technologies nouvelles, comme les trains à grande vitesse. Les premières décennies de British Rail ont donc montré une amélioration notable en matière de fiabilité et d'efficacité avec une forte augmentation du nombre de passagers. Seulement voilà, la Grande-Bretagne et plus largement le Royaume-Uni d'après-guerre souffrent d'une grande crise économique et le secteur ferroviaire semble fortement menacé par des concurrents toujours plus imposants comme la voiture, les autobus et bientôt l'avion. Dans les années 1970, British Rail vit une période difficile. Le service est critiqué pour sa lenteur, sa médiocrité, ses grèves fréquentes et ses prix exorbitants. Sa gestion devient de plus en plus inefficace et coûteuse pour l'État. Nous sommes le jeudi 3 mai 1979 quand un tournant majeur jettera les dés du futur ferroviaire britannique. Margaret Thatcher et son parti conservateur sont élus à la majorité des voix. Elle devient donc première ministre du Royaume-Uni. Il faut savoir que dans les années précédentes, l'industrie britannique s'effondrait sous l'effet d'une forte inflation et de grèves massives paralysant à la fois le secteur privé et public. Le Royaume-Uni apparaît en décalage par rapport à certains pays comme les États-Unis qui bénéficiaient alors d'un essor économique fulgurant après la guerre. Il fallait agir et pour redresser la situation, Margaret Thatcher avait une solution. La mise en place d'une politique visant à limiter le pouvoir des syndicats, réduire l'impôt sur le revenu et privatiser les entreprises nationalisées. Un véritable tournant par rapport aux 30 années précédentes. La vague de privatisation touche rapidement de nombreux secteurs. Toutefois, le rail reste encore préservé par l'État. Contrairement à certaines idées reçues, Thatcher n'a pas osé privatiser les chemins de fer car elle estimait qu'il était beaucoup trop complexe à gérer en segmentant le système de manière rentable et que leur privatisation risquait en plus de ça de priver les régions rurales de services essentiels, ce qui aurait pénalisé son électorat conservateur. Après son départ, Margaret Thatcher est succédée en 1990 par John Major,
qui ne sera pas aussi prudent. D'autant que certains événements vont justement convaincre le gouvernement britannique de passer à l'action pour privatiser son réseau. À l'étranger, pour la première fois, une compagnie nationale de chemin de fer décide de séparer ses activités. La Suède, qui gérera séparément son infrastructure et l'exploitation des trains. En 1991, inspirée par ce modèle révolutionnaire, l'Union européenne lance la directive 91/400 qui impose une séparation juridique entre l'exploitation des services ferroviaires et la gestion des infrastructures. L'objectif de l'Union européenne est de rouvrir le rail à la concurrence en permettant aux entreprises d'exploiter librement des services sur n'importe quelle voie en Europe, moyennant un droit d'accès. Cette directive fournit au gouvernement britannique l'opportunité idéale pour engager la plus grande opération de privatisation de l'histoire du rail britannique, sans équivalent ailleurs en Europe et allant bien au-delà des exigences de la Commission européenne. Et ce, malgré une forte opposition, notamment de la part du Parti travailliste et de spécialistes du secteur ferroviaire comme Robert Hadley. Ce dernier, l'un des rares parlementaires à bien connaître le fonctionnement des chemins de fer, fit une comparaison restée célèbre du projet de loi le qualifiant de taxe sur roue. Le projet de loi, qui se nomme Railways Act, sera quand même adopté en 1993. Mais alors, comment fonctionne le système de privatisation des chemins de fer britanniques? Et qu'est-ce qui le différencie des autres pays européens? Contrairement à d'autres pays européens où les chemins de fer sont restés intégrés sous une même entité publique comme la SNCF en France et la Deutsche Bahn en Allemagne, le Royaume-Uni a éclaté son réseau en plusieurs entreprises distinctes avec un système de franchise plutôt complexe pour l'exploitation des trains. Le projet de loi Railways Act en 1993 prévoit le découpage en plusieurs entités privées de British Rail. Cette transition va s'étaler sur 3 ans, entre 1994 et 1997. Résultat, plus de 100 entreprises distinctes vont émerger, chacune avec un rôle bien spécifique dans le réseau ferroviaire. L'infrastructure, c'est-à-dire les rails, les gares et la signalisation, est confiée à Railtrack, une société privée cotée en bourse. Le matériel roulant, donc les trains, est détenu par 3 entreprises spécialisées appelées Rolling Stock Companies. Ces entreprises louent ensuite les trains aux exploitants ferroviaires. Le fret ferroviaire est géré par 6 entreprises privées. L'entretien du réseau est réalisé par des entreprises sous contrat. L'exploitation des trains est divisée en 25 franchises attribuées à des Train Operating Companies, sélectionnées par appel d'offres. Et en parallèle de tout ça, un organisme de régulation, l'Office of Rail Regulation, est chargé de fixer les tarifs d'accès aux infrastructures. Oui, je sais, ça donne le vertige. Le cœur de la privatisation britannique repose donc sur un système de franchise, c'est-à-dire que l'État divise le réseau ferroviaire en plusieurs régions ou lignes qu'il appelle des franchises. Les entreprises privées, appelées Train Operating Companies, postulent pour obtenir une franchise. Cela signifie qu'elles demandent à être autorisées à gérer et à exploiter des lignes de train spécifiques pendant une période déterminée, qui est généralement entre 7 à 10 ans. Si une entreprise remporte une franchise, elle devient responsable de l'exploitation des trains sur cette ligne. Elle organise les horaires, vend les billets, gère les gares, etc. Et contre toute attente, ce modèle, pourtant ultra fragmenté, il fonctionne plutôt bien. On pouvait noter par exemple un meilleur service client avec certaines compagnies qui investissent dans l'accueil et les prestations à bord, une hausse de passagers qui explose carrément à partir de 1997, allant presque jusqu'à doubler sa fréquentation, des trains modernisés avec du matériel roulant plus récent. Mais le souci dans ce système, c'est que l'État a un rôle très limité et ne peut donc pas intervenir dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire comme avec Railtrack. Et ça aura bientôt des conséquences dramatiques. Une privatisation aussi fragmentée et gérée par des entreprises avec des besoins accrus de rentabilité, ça donne des lignes négligées au détriment d'autres plus rentables. C'est ainsi qu'une série d'accidents mortels se déclenche au Royaume-Uni, avec en seulement une année plus de 90 déraillements. La situation fait scandale. Il faut donc se rendre à l'évidence. Ce système ne fonctionne pas. Suite à ça, Railtrack, la société privée chargée des infrastructures ferroviaires, fait faillite. En effet, on le rappelle, Railtrack était une entreprise cotée en bourse.
Son modèle économique reposait sur la maximisation des profits, ce qui l'a conduite à réduire les coûts de maintenance et de sécurité. Elle sera alors remplacée en 2002 par Network Rail, une organisation à but non lucratif sous contrôle de l'État. La principale différence réside dans son mode de financement. Network Rail ne cherche pas à générer des bénéfices pour des actionnaires, mais à réinvestir dans l'entretien et l'amélioration du réseau. Elle fonctionne grâce à des subventions publiques et peut emprunter à faible taux grâce à la garantie de l'État. Enfin, Network Rail reprend en interne une grande partie des missions auparavant sous-traitées par Railtrack, améliorant ainsi la cohérence et la qualité de la maintenance. Au point que, c'est important de le notifier tout de même, le réseau britannique devient carrément l'un des plus sûrs au monde. Et oui, après tout ça, on n'a plus le droit à l'erreur. On rentre alors dans une nouvelle ère de la privatisation britannique, qui est désormais sous contrôle public. Bien que le système continue de fonctionner selon un modèle de franchise pour l'exploitation des trains, l'État exerce désormais un contrôle beaucoup plus direct sur l'infrastructure ferroviaire. Cela lui permet non seulement de superviser de manière plus efficace la gestion du réseau, mais aussi de financer de manière plus ciblée les projets nécessaires à son entretien et à son amélioration. Et franchement, de 2004 à 2014, ce système, il fonctionne assez bien. Pendant presque 10 ans, les compagnies de train au Royaume-Uni ont payé de grosses sommes à l'État pour avoir le droit exclusif d'exploiter certaines lignes. Grâce à une baisse des frais d'utilisation des rails et à une forte hausse du nombre de passagers, leurs finances se sont significativement améliorées. Pour la première fois, elles ont gagné plus d'argent qu'elles en ont reçu en aide publique. Cette période, appelée PrimNet, est vue comme l'âge d'or du système de franchise britannique pour les chemins de fer. Mais voilà, le problème de ce système, c'est la vulnérabilité du secteur privé en période de crise économique, car il ne bénéficie pas d'une stabilité financière suffisante. Par conséquent, dépendre de ce modèle peut vite soulever des difficultés majeures pour le bon fonctionnement économique du réseau ferroviaire britannique. Et c'est ce qui va se passer à partir de 2016. L'économie connaît un ralentissement global, des attaques terroristes frappent Londres et Manchester, sans oublier l'incertitude liée au Brexit. La fréquentation des voyageurs est en baisse constante, ce qui fait à la fois chuter les revenus associés et les primes versées à l'État. C'est donc une nouvelle fois la fin de la période de prospérité du système de franchise ferroviaire britannique. Le système de franchise commence alors à perdre de son attrait et les candidats ne se bousculent plus pour renouveler les contrats. Et nous allons le voir, l'État se retrouvera de plus en plus face à des problèmes qu'il sera contraint de résoudre pour éviter l'effondrement du rail britannique. En mai 2018, le pays traverse une série de perturbations liées à la gestion des horaires des trains qui entraînent un véritable désastre pour les voyageurs. Le système de gestion des horaires devient défaillant en raison d'un manque d'investissement et de l'incapacité des entreprises franchisées à répondre aux défis grandissants de la crise économique. Le Royaume-Uni lance alors un projet de refonte des horaires ferroviaires. Cette réforme, surnommée le grand remaniement des horaires ou le chaos des horaires, a impliqué une modification importante des horaires sur de nombreuses lignes de train, en particulier dans les régions du nord et du sud-est de l'Angleterre. Bien que ce changement était destiné à améliorer les services, le manque de préparation et de coordination a entraîné des perturbations massives. Une mission est alors donnée à un certain Keith Williams, ancien PDG de British Airways. Il rédigera un rapport connu sous le nom de Williams Review. Dans son rapport, Keith Williams souligne les faiblesses du modèle actuel et propose donc plusieurs objectifs pour améliorer la situation, comme par exemple réduire la fragmentation du secteur, favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs et garantir la viabilité financière du rail tout en améliorant l'expérience des passagers. Pour cela, Williams suggère de regrouper les responsabilités auparavant dispersées entre le ministère des Transports, Network Rail et l'ORR, tout en veillant à maintenir une séparation entre le gouvernement et la gestion quotidienne du rail. Pour le moment, une nationalisation est encore exclue. Mais en 2020, un petit événement vient accentuer la fragilité du secteur, la pandémie
de Covid-19. Bon, pour vous la faire courte, le rail britannique connaît à partir de là une nouvelle chute de fréquentation ferroviaire importante qui commence à rendre totalement obsolète le modèle de franchise. En mai 2021, dans un contexte de crise persistante du secteur ferroviaire britannique, le gouvernement de Boris Johnson lance le Williams Shap Plan for Rail, une réforme ambitieuse destinée à remédier aux défaillances du système de franchise. Cette réforme, inspirée des recommandations du Williams Review, visait à instaurer un modèle de gestion plus cohérent et efficace du rail britannique. L'élément central de cette réforme était la création de The Great British Railways, une nouvelle organisation publique conçue pour unifier la gestion des infrastructures et la planification des services ferroviaires. Cependant, le projet était encore loin d'une nationalisation complète. Il propose simplement de maintenir une participation du secteur privé, mais sous un cadre plus structuré et sous supervision publique. Ainsi, bien que GBR ait été perçu par certains comme une renationalisation déguisée, le gouvernement insistait sur le fait qu'il s'agissait plutôt d'un modèle hybride où les opérateurs privés continueraient à jouer un rôle dans l'exploitation des services, mais sous des contrats plus encadrés. Malgré l'ambition de cette réforme, sa mise en œuvre a connu de nombreux retards dus en partie à un manque de volonté politique, mais aussi à l'opposition de certains acteurs du secteur privé qui craignaient une perte de contrôle et une réduction de leur rentabilité dans le cadre du nouveau modèle. C'est le 28 novembre 2024 que le rail britannique connaît un véritable basculement lorsque le gouvernement travailliste, arrivé au pouvoir, adopte une loi actant la renationalisation des services ferroviaires. Cette décision marque un moment historique après plusieurs décennies de privatisation controversée qui avaient entraîné des hausses de prix, une qualité de service inégale et une forte dépendance aux subventions publiques. Avec cette réforme, le gouvernement a annoncé la création officielle de Great British Railways, désormais conçue comme une véritable entité publique centralisée chargée de la gestion de l'ensemble du réseau ferroviaire. Contrairement au projet initial, qui laissait une place plus importante au secteur privé, cette nouvelle version renforce considérablement le rôle de l'État dans l'organisation et la régulation du rail. L'objectif principal de cette réforme est de simplifier la gestion du réseau ferroviaire en regroupant sous une même autorité la planification, les infrastructures et la tarification, d'améliorer la qualité du service en garantissant une meilleure régulation et une plus grande stabilité financière et de réduire les coûts pour les usagers, notamment en mettant fin aux tarifs exorbitants pratiqués sous le système de franchise. D'ailleurs, la population soutient massivement la renationalisation du rail. D'après un sondage YouGov, 77% des Britanniques trouvent les tarifs trop élevés, 51% se plaignent des retards fréquents et 66 à 70% de la population soutiennent la renationalisation du secteur ferroviaire. En effet, les usagers sont particulièrement frustrés par les hausses continues des tarifs, souvent bien supérieures à l'inflation, et par la mauvaise fiabilité des services, notamment sur les lignes très fréquentées du sud de l'Angleterre. Dans le cadre de cette renationalisation progressive, le gouvernement travailliste a annoncé que South Western Railway serait la première compagnie à revenir sous contrôle public en mai 2025, suivie de C2C en juillet 2025 et de Greater Anglia à l'automne de la même année. Bien que des opérateurs privés puissent encore intervenir sous contrat avec Great British Railways et qu'il s'agisse actuellement plutôt d'un modèle hybride, l'approche traditionnelle de privatisation semble toucher à sa fin. La Grande-Bretagne prévoit que toutes les compagnies ferroviaires passeront sous propriété publique à l'expiration de leur contrat actuel, un processus qui devrait s'achever d'ici octobre 2027. Alors que retenir de l'exemple britannique ? Loin d'être le modèle d'efficacité promis lors de la privatisation des années 1990, le rail britannique s'est révélé être un système coûteux, inefficace et inégalitaire. Plutôt que de stimuler la concurrence et d'améliorer les services, comme le voulaient ses partisans, il a surtout conduit à des prix exorbitants, des retards chroniques, une fragmentation du réseau et, paradoxalement, une intervention publique toujours plus massive pour éviter l'effondrement du système. Le paradoxe est flagrant. Bien que le rail britannique ait été privatisé, il n'a jamais autant dépendu de l'État. Face à la faillite de plusieurs opérateurs privés, des milliards de livres sterling ont été injectés pour assurer la continuité du service public. Le gouvernement a dû reprendre plusieurs franchises sous contrôle public à travers des Operators of Last Resort, signe que la privatisation ne garantissait ni la stabilité financière, ni une gestion performante. Si on compare le modèle de privatisation britannique avec d'autres pays européens, le contraste est saisissant. Si certains États ont eux aussi introduit une dose de libéralisation dans le secteur ferroviaire, aucun n'a adopté une privatisation aussi radicale
que celle de la Grande-Bretagne. Par exemple, en France, l'État demeure le seul actionnaire du groupe SNCF, mais les offres à grande vitesse de SNCF Voyageurs, à savoir TGV Inouï et Ouigo, sont non conventionnées. C'est-à-dire que l'État ne finance pas ces activités qui sont désormais ouvertes à la concurrence, avec l'arrivée de nouveaux opérateurs sur certaines lignes comme Paris-Milan. Et justement, il est intéressant d'analyser le cas du rail britannique pour ne pas reproduire la même erreur en France. Si l'ouverture à la concurrence peut être bénéfique lorsqu'elle est bien encadrée, elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité du service, de la cohérence du réseau et de l'accessibilité pour les usagers, parce que rappelons-le, le train est un service d'utilité publique et doit rester un droit à la mobilité. Voilà, j'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux découvrir plus de décryptage, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi nous faire tes retours en commentaire et nous dire si tu aimerais qu'on traite d'un sujet en particulier. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.